Donc on commence par, la chronique ticket to teach de Jérôme. Très bien. Donc, aujourd'hui, je vous propose d'explorer un sujet qui suscite chez nos collègues enseignants autant d'enthousiasme que de scepticisme, à savoir la gamification. Pourquoi ces mécaniques issues du jeu captivent-elles autant en pédagogie? Peut-on vraiment compter sur elles pour motiver durablement les apprenants ou risque-t-elle de les détourner des objectifs d'apprentissage? Jusqu'où peut-on aller pour gamifier sans perdre de vue l'essentiel, ou sans perdre son âme d'ailleurs? En somme, comment rester joueur sans jouer avec le feu? Quand passe-t-on de l'éducation au conditionnement, canin? Heu, ou pavlovien? Alors pour bien comprendre, revenons d'abord à la définition. La gamification consiste à intégrer des mécanismes de jeu dans des contextes non ludiques, comme l'éducation, le commerce, le management. Emmanuel Savignac, dans son ouvrage Apprendre avec le jeu numérique, explique que cette approche repose sur 3 grands ressorts: le besoin de progression, le besoin d'autonomie et le besoin de lien social. Offrir des objectifs clairs, visibles et atteignables stimule le sentiment d'accomplissement. C'est cette réalisation du circuit de la récompense qui se fait dans notre cerveau. Permettre aux apprenants de choisir leur parcours renforce leur implication, tandis que les dynamiques collaboratives ou compétitives ajoutent aussi une dimension collective à l'effort individuel. Mais comme le souligne le philosophe Bernard Stiegler, philosophe qui a beaucoup travaillé sur les questions de numérique et aussi d'éducation, nous vivons dans une société où l'attention est devenue une ressource rare, convoitée et souvent fragmentée. En cela, la gamification, lorsqu'elle est mal utilisée, peut tomber dans ce qu'il appelle des dispositifs de captation. Elle capte l'attention sans la nourrir. Ainsi, gamifier, ce n'est pas seulement rendre les apprentissages amusants, c'est leur donner un sens. Ce sens est précisément ce qui fait la différence entre un jeu captivant et une mécanique superficielle. L'histoire de la gamification en éducation, au moins, parce que je pourrais peut-être parler par la suite de l'histoire de la gamification tout court, mais l'histoire de la gamification en éducation est jalonnée d'innovations inspirantes. Julien Alvarez, que l'on ne présente plus, évoque souvent la frontière entre gamification et gameful design. Cette approche où l'on ne se contente pas d'ajouter des points ou des badges, mais où l'esprit du jeu est utilisé pour structurer l'apprentissage de manière engageante et cohérente. Prenons par exemple une plateforme comme Classcraft, qui transforme la salle de classe en une aventure de type jeu de rôle, d'ailleurs sur le thème de Harry Potter, où on peut avoir par exemple une cape sous laquelle on se cache et on ne répond pas aux questions de l'enseignant. Il ne nous voit pas. Donc, si, alors, faut gagner la cape. Mais voilà, donc on répond à une succession de questions et peut-être que l'enseignant va nous donner cet objet magique. Et donc, on peut dire je suis sous la cape et pendant la demi-heure où je vais être sous la cape, l'enseignant ne me voit pas. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on a dans Classcraft. Et bien donc, dans ce type d'aventure, où les élèves donc deviennent des héros, les leçons deviennent des quêtes. La progression ici ne repose pas sur une simple accumulation de récompenses, mais bien sur la collaboration et sur la construction collective et sur le sens qu'on donne à ce qui est fait. Cependant, tout outil puissant comporte de puissants risques. Je ne vais pas citer, Spider-Man. Spider-Man. En plus, j'ai vu qu'il avait été récupéré politiquement de façon scandaleuse. Alors, pour d'autres travaux, ceux de Sébastien Janvaux ou Cindy Furnon, la gamification peut externaliser la motivation. En d'autres termes, les apprenants peuvent se focaliser davantage sur les points ou les classements que sur le contenu pédagogique. Prenons l'exemple de Kahoot. Si un quiz gamifié motive les élèves, les étudiants à réviser, cela fonctionne. Mais si l'attention se porte uniquement sur le tableau des scores, savoir qui a gagné, qui a perdu, eh bien ici, les objectifs pédagogiques risquent de passer au second plan. Ces dérives sont d'autant plus problématiques qu'elles ne touchent pas tous les apprenants de la même manière. Là où certains se sentent galvanisés par la compétition, d'autres, souvent en difficulté, peuvent se décourager face à des classements qui les marginalisent. C'est pourquoi Cindy Furnon recommande de privilégier des approches collaboratives où les succès reposent sur des efforts communs plutôt que sur des performances, une fois de plus, individuelles. Pourtant, limiter la gamification à ses défauts serait une erreur. Lorsqu'elle est bien pensée, elle peut véritablement transformer l'apprentissage. Imaginons un cours d'histoire où les étudiants participent à une mission pour réécrire un événement clé, en résolvant des énigmes ou en travaillant en équipe. Eh bien, ce genre d'approche
que j'ai utilisé d'assez nombreuses reprises, qui peut être proche des escape games ou des jeux de rôle, bah, ça combine la narration immersive, la collaboration et l'acquisition de compétences analytiques. Et cela fonctionne parce que l'attention, elle est captée sans être détournée. Philosophiquement, la gamification pose aussi la question du rôle du jeu dans nos vies. Ici, je vais revenir à un des pères de la question dans les Game Studies, Johan Huizinga, qui, dans son ouvrage fondateur Homo Ludens, hein, je recommande d'ailleurs à toutes et tous, hein, de le parcourir. C'est un livre qui se lit très bien, très vite. Voilà, vous vouliez lire. Bah. Eh bien, Johan Huizinga décrit le jeu comme une activité essentielle à l'humanité. C'est une manière, selon lui, de structurer le chaos du réel en créant des règles partagées. Dans cette perspective, gamifier l'éducation, c'est réconcilier le plaisir et le savoir, la liberté et la contrainte, l'individu et le collectif. Mais cette ambition repose sur un équilibre très très délicat. Trop de règles étouffent la liberté, pas assez, le cadre s'effondre. Pour retrouver cet équilibre, il est donc essentiel d'intégrer la gamification dans un cadre qui respecte les objectifs pédagogiques. Julien Alvarez, toujours lui, recommande de toujours, évidemment, aligner les mécanismes du jeu sur les compétences à acquérir. Si l'objectif est d'apprendre la gestion de projet, un jeu qui repose sur des quêtes collaboratives et des deadlines simulées sera plus pertinent qu'un simple système de points ou d'avatars. L'idée n'est pas de gamifier pour gamifier, mais bien d'utiliser ces mécaniques comme un moyen de renforcer l'engagement et la compréhension. En guise de conclusion, je voudrais citer Emmanuel Savignac, qui résume parfaitement l'essence de la gamification. Gamifier, selon elle, ce n'est pas ajouter du jeu là où il n'y en a pas, c'est rendre les apprentissages vivants. Sinon, quelque part, on peut même être amené, là c'est plus Gilles Brougère qui disait ça, on peut être même amené à dégamifier, c'est-à-dire à enlever l'essence ludique de l'activité. Transformer les cours, non pas en jeu, mais en aventure où les apprenants deviennent des acteurs de leur propre progression. Donc, bah voilà. Vous donc, où êtes-vous prêts, jusqu'où êtes-vous prêts à aller les uns et les autres pour pouvoir simuler et stimuler vos apprenants? Quels éléments du jeu on pourrait emprunter? Moi, j'avoue que personnellement, quand j'ai un jeu et que je me trouve engagé, j'essaie toujours de me dire, est-ce que ça, c'est quelque chose que je pourrais transférer Mmh. et à quel moment? Donc, je pense que voilà, il est temps, les uns et les autres, d'ouvrir nos réflexions à cette pratique utile mais un peu dangereuse de la gamification contrôlée. Merci Jérôme. Oui, le jusqu'où êtes-vous prêt à aller? C'est peut-être une bonne question, pour ouvrir un peu cette discussion.